Bienvenue dans une nouvelle vidéo les Kimichou, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, septembre signe la rentrée dans sa globalité, mais surtout la rentrée littéraire. C'est pourquoi j'ai donc fait une sélection de titres, soit 45 au total, que je trouve intéressants, pertinents, qui, si on a des goûts similaires, pourront vous intéresser. Alors surtout, pour regarder cette vidéo de manière la plus confortable possible, prenez soin de vous, prenez un petit truc à boire, un petit truc à grignoter, trouvez-vous un petit fauteuil nuage pour bien vous installer, parce que je vous embarque direction les nouveautés. Le 4 septembre sortira un écrit de Lydia Brasington au sein de la maison d'édition Corrigan. Celui-ci s'intitule Le Tisseur du Roi et c'est le premier tome. Dans cet univers, la magie est interdite, c'est pourquoi les tisseurs vivent dans des enclaves de manière extrêmement lointaine par rapport au roi. Malgré tous les dangers que cela suscite, Neyla vit dans les souterrains de la ville parce qu'en effet, elle souhaite sauver les tisseurs en les exfiltrant de la ville. Malheureusement, un jour, elle va croiser le regard de Tristan qui est une lame éternelle. Il est donc un des bras droits, en tout cas des bras armés du roi, c'est pourquoi il va l'emmener à celui-ci qui va lui proposer un deal pas commun. En tant que prisonnière, elle devra soit mourir, soit mettre sa magie à son service. Ayant un petit peu les pétoches, en fait, le roi il veut tout simplement que l'on tue son rival et pour ce faire, elle va devoir se faire passer pour l'épouse d'un imminent diplomate, tout en sachant que le mec qui va jouer son mari, c'est donc Tristan, celui-là qui l'a chopé, qui l'a balancé au roi. Et il est possible qu'à force de jouer, à avoir des sentiments, de faire semblant devant la cour entière, ceux-ci prennent en effet naissance. Lydia Brasington est une autrice qui a été énormément publiée en auto-édition et ses titres commencent un petit peu à être rachetés à droite à gauche. En tout cas, Corrigan a mis la main sur l'un d'eux et je vous avoue qu'en termes de synopsis, c'est plutôt intéressant. En tout cas, moi je me le suis noté. Une fantasy qui a déjà fait pas mal le tour des réseaux sociaux via tous les services de presse qui ont été envoyés. Il s'agit d'un titre qui sera publié au sein de la maison d'édition Hachette Roman le 4 septembre prochain. C'est le premier tome de La Tisseuse de Mélodie de Sarah Abbasi. La particularité de cette fantasy, c'est que la musique a vraiment un enjeu central parce que grâce à ses partitions, on peut manipuler des gens jusqu'à les tuer. On va suivre ici Shona qui, comme 49 autres personnes, a été élue l'une des tisseuses, soit une servante du dieu Sol. Pour ce faire, elle est cloîtrée dans un lieu et depuis toute petite, elle tisse les mélodies du destin, soit l'avenir de chaque personne du royaume. Malheureusement, il y a eu un problème au moment de l'enregistrement du rush sur ma caméra, ma carte mémoire, je ne sais pas ce qui s'est passé, ce qui fait que je viens dans cette vidéo pour combler justement ce fameux rush. Notre jeune femme va malheureusement un jour apercevoir son propre futur et elle va voir qu'elle va être la cause de la destruction du royaume. On va donc évidemment l'accuser de complot contre le roi, c'est pourquoi elle va devoir fuir de manière extrêmement rapide. Elle va pour ce faire collaborer avec un musicien aristocratique, le but étant de démêler un petit peu tous ces fils du futur et sa destinée pour comprendre comment est-ce qu'elle pourrait en arriver là. J'avoue que le livre il est extrêmement beau, le côté fantasy musicale, j'aime beaucoup cela. Il y en a peu en plus, c'est ça qui est intéressant, qui en fait son originalité. Et les premiers retours sont juste dingues, donc je pense qu'il a effectivement tout pour nous plaire. Le 4 septembre sortira un écrit de Jay Saylor dans la collection EH, à savoir Les Ombres de nos âmes, le premier tome. On nous propose d'évoluer avec Astoria qui vit dans un univers où clairement les hommes sont au pouvoir et les femmes n'ont pas grand chose à dire, c'est-à-dire qu'elle est vouée à épouser une personne qui lui est destinée depuis toujours et décidée par son papa. Elle aurait envie d'essayer un peu d'expulser tout ça, de crier sa rage et pour ce faire elle voudrait se vider de sa magie, sauf que malheureusement dans cet univers les femmes sont interdites de magie. Les choses vont changer lorsqu'elle va rencontrer une drôle d'ombre sortant d'un puits, réalisant un pacte avec lui parce qu'elle voudrait faire en sorte de retourner les personnes au pouvoir, les hommes soit les gouverneurs. Cette ombre semble en savoir beaucoup sur eux, mais en même temps elle se méfie un petit peu de lui et à juste titre. Je n'ai lu qu'une seule au fantasy slash roman de cette maison d'édition. Pour le coup ça ne m'avait pas du tout convaincue, mais pour autant j'avoue que ce titre m'a assez intriguée et je pense attendre les premiers retours pour me faire une idée. Je vous propose désormais de partir en date du 5 septembre, soit on décale d'une journée, avec un titre de Liz Chrysler intitulé La Bénie de Césarée qui sortira aux éditions Gulfstream. Je n'ai pas conservé l'entièreté du pitch sur mes notes, mais j'ai cependant pris les mots-clés qu'avait proposé la maison d'édition sur ce titre, les thématiques, et je trouve que c'est largement assez. On nous parle de destin croisé, de divinité, de quiproquo, d'amour impossible, enfin bref, un récit digne d'une tragédie antique romaine. Le tout avec une ambiance huis clos, donc je pense qu'on est vraiment
vraiment pas mal du tout. En tout cas personnellement il m'a complètement tapé dans l'œil, aussi bien le travail sur la couverture que le pitch qui m'a complètement percuté, et en plus tout ce qui est mythologie romaine on en parle assez peu mine de rien. Le 5 septembre toujours aux éditions Attic-Tessie nous pourrons retrouver Jokabel Caballero avec un récit de mythologie grecque, soit le 13e dieu. Au sein de l'Olympe il y avait un 13e dieu il y a longtemps qui était respecté de tous jusqu'à ce qu'il soit banni au Tartare. Cela fait des millénaires qu'il y est et il a donc été oublié de tous et il n'est plus du tout dans les mémoires des hommes. Cependant, les chaînes du Tartare ne peuvent pas retenir une divinité aussi longtemps, surtout une divinité assoiffée de vengeance. Il est donc venu pour Kratos, qui est un dieu du pouvoir, de se venger des personnes qui l'ont mis ici, et la première personne qui l'a mis directement au Tartare, c'est Artémis, soit la divinité de la virginité, mais également de la chasse. Cependant, comme je vous ai dit, ça fait des millénaires qu'il est enfermé et depuis énormément de choses ont changé. Les dieux, les Olympiens côtoient les êtres humains, les humains ont inventé la technologie, les cités à l'époque guerrières sont désormais plus que des ruines, et Artémis elle-même a énormément changé. Simplement, sa vengeance va prendre une tournure complètement inattendue lorsqu'il va se retrouver en face d'elle. Vous connaissez mon amour pour la mythologie grecque avec mon petit challenge et tout ça qui arrive très vite. Et c'est une autrice dont nous parle très souvent, notamment Sabrina, une personne très présente de la communauté, donc évidemment je suis le travail de cette autrice. Et en plus de ça, quand on me propose quelque chose sur la mythologie grecque, alors là j'enregistre clairement dans ma tête. Amoureux d'automne, bonjour, écoutez bien le livre qui va suivre. Puisqu'aux éditions Sabran, nous aurons L'automne sans fin qui sortira le 5 septembre de Amy Avery. Ça nous arrive de temps en temps d'avoir ce genre de code en fantasy, vous savez, vous avez les saisons qui sont personnifiées. On va suivre ici Tyrn qui est grosso modo l'assistante de la personne qui représente l'automne. Elle est donc arrivée avec cette personne sur Terre pour que l'automne puisse donc se faire, sauf qu'au moment où l'hiver doit arriver, ils doivent traverser un miroir pour pouvoir retourner chez eux. Le problème c'est qu'on a fracturé le miroir et ils sont donc bloqués ici, qui signifie que l'automne va perdurer de manière éternelle, tout du moins jusqu'à ce qu'il soit présent. Ce qui peut effectivement avoir d'énormes conséquences. Elle va donc devoir découvrir qui a intérêt à ce que ce dieu soit exilé de leur foyer initial. Pourquoi est-ce qu'on a fait en sorte que le miroir soit brisé? Lui, clairement, il va passer à la casserole. Obligé, enfin, automne vibe, personnification des saisons, etc. J'aime tellement. Et j'avoue que la cover, elle respecte complètement ce côté un petit peu, pas du tout cosy, on est d'accord, mais c'est l'esthétique de l'automne. Un thriller fantastique qui me fait extrêmement envie chez Robert Laffont dans la collection R. Et le roman s'intitule Dans la forêt profonde, il sortira le 5 septembre. Et c'est écrit par Kate Pearsall. C'est tout pour moi, je vous laisse avec l'ancienne Kimi. J'ai rattrapé ce qui me manquait. Je vous souhaite du coup un bon visionnage. Dans cette petite ville, il y a dites deux attractions. La première d'entre elles, c'est la forêt, qu'on dit hantée par l'homme papillon, mais également les femmes de la famille James qui tiennent d'ailleurs un petit commerce dans la ville. Comme ses trois sœurs, Linden, qui est donc l'une des jeunes femmes de la famille James, possède un don, celui de pouvoir goûter les émotions des autres, don qui lui aura coûté sa relation amoureuse avec le fils du maire. C'était son amitié, pas relation amoureuse, amitié. Mais lorsqu'une adolescente est retrouvée morte dans la forêt, Linden se dit qu'elle pourra utiliser ses dons d'empathie pour essayer de comprendre un petit peu ce qui est arrivé, d'autant plus que cela semble avoir un lien avec un meurtre non élucidé d'une enfant d'il y a plus de 20 ans, mais également de sa propre disparition d'il y a un an dont elle n'a plus aucun souvenir à part des cauchemars qui la hantent jour et nuit. Est-ce qu'on est-y pas bien? Est-ce que ce serait pas parfait genre pour le Pumpkin Autumn Challenge ou autre? Vous inquiétez pas, dans le Greek Mythology Book Challenge, il y aura des petites catégories pour ce genre de livres qui passeront très bien ma foi. Mais j'avoue qu'il est très tentant, beaucoup tentant, très tentant, j'aime. Évidemment, nous pouvons compter sur la maison d'édition Roncière pour être présente pour cette rentrée littéraire, avec un écrit de Megan Van Dyke intitulé La captive de la cité déchue, le premier tome, toujours et encore le 5 septembre. Univers de fantasy avec plusieurs royaumes, on va suivre Ilia qui est donc la fille d'une aînée de la souveraine et donc future dirigeante, et ils vont se faire attaquer par un ennemi et celle-ci va donc être capturée et ramenée chez eux. Là-bas, elle va découvrir également tous les autres héritiers des états voisins. Elle a eu vent d'une rébellion, c'est pourquoi elle va tenter de séduire le bras droit du roi pour essayer un petit peu de lui extorquer des informations et de se libérer de cet endroit. Cependant, il est convaincu que soumettre les différentes cités-états est le seul moyen de pouvoir faire en sorte que la paix perdure, et les otages vont forcément lui donner du fil à retordre, et notamment Ilia, qui commence à trouver de plus en plus intrigante, fougueuse et courageuse. Un jour, la jeune femme va mettre en lumière des terribles révélations et secrets qui vont complètement vers chaffirer Lucien, ainsi que toutes ses croyances, c'est pourquoi il devra faire un choix. J'aime bien quand les gens ils sont captifs, alors pas moi, je n'ai pas du tout envie de me retrouver derrière les barreaux si telle est la question, mais dans les univers de fantasy, j'aime plutôt bien ce genre de récit, je l'avoue. J'avais envie de vous parler d'une romance en auto-édition d'une demoiselle qui fait partie de la communauté, et j'avoue j'ai été complètement séduite par notamment la couverture du roman, même si bien évidemment le synopsis est intriguant.
Il s'agit donc d'un roman de André Martin intitulé Ne ferme pas ta porte et il sortira le 9 septembre. Imaginez deux jeunes gens amoureux qui se retrouvent tous les soirs à une fenêtre pour passer du temps ensemble. Cependant, surtout la jeune femme, elle ne peut pas avouer ses sentiments parce qu'elle sait qu'il prendrait la fuite et lui vit dans un monde qui est tellement noir, qui est tellement obscur qu'il ne veut pas qu'elle rentre là-dedans, il fait tout pour la protéger. Jusqu'au jour où il décide de prendre la fuite et il se retrouve beaucoup plus tard en tant qu'adulte. Quand je vous disais que c'était quand même un peu original, je pense pas du tout qu'il y ait un côté imaginaire, c'est juste une romance qui ne doit pas être facile au vu du pitch, mais j'avoue qu'elle fait son petit effet quand même, hein. Et si je vous disais que nous avons le retour d'une autrice qui a été extrêmement populaire au sein de la maison d'édition Hugo, dans la collection Romantasy, nous pouvons donc ouvrir à nouveau les bras à Scarlett Sinclair avec sa nouvelle saga intitulée Adrienne et Isolde qui sortira le 11 septembre. Rien à voir avec Hadès et Perséphone, on n'est pas du tout sur de la mythologie grecque ici. Isolde est une jeune femme qui va devoir se sacrifier afin de mettre un terme à cette guerre qui perdure et qui perdure depuis toujours. Elle va devoir donc se marier avec le roi vampire. Mais elle est motivée, la petite Isolde, parce qu'elle se dit je vais tenter de le tuer, sauf que ça va pas marcher sa tentative. Il va donc lui dire très clairement que si elle continue ses bêtises, il va la transformer en vampire, chose qui va la calmer parce que c'est ce qu'elle déteste le plus au monde. Il va falloir qu'elle arrive un petit peu à faire sa place aussi à la cour des vampires parce que mine de rien c'est pas évident, tout en continuant de le provoquer et de le faire caguer au possible. Mais ce qui la perturbe le plus, c'est pas du tout ça, c'est vraiment le roi des vampires. Il y a une alchimie, c'est indéniable, mais elle arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que c'est elle qui l'a choisi et la réponse va changer tout son univers. Autant vous dire que du coup on est sur un récit qui est clairement différent de ce qu'on connaît de cette autrice jusqu'à présent. Elle passe de la mythologie grecque au monde des vampires et j'avoue que je suis quand même assez curieuse de savoir qu'est-ce qui va autant bouleverser sa vie, quelle peut être cette dite révélation du pourquoi c'est elle qui l'a choisi comme épouse. Après toutes ces lectures un petit peu vibe creepy, automnale et compagnie, je vous propose une petite romance aux éditions Hugo de Alicia Garnier. Elle sortira le 11 septembre et elle s'intitule I Knew You Were Trouble. On y suit Joy qui après avoir refusé une demande en mariage va gérer celui de son frère ainsi que sa meilleure amie. Ça pourrait lui faire une pause mine de rien dans sa vie trépidante de danseuse à New York jusqu'à ce qu'elle tombe sur un jeune homme dont elle était amoureuse et qui n'a cessé de la repousser depuis toujours. Évidemment, celui-ci se nomme Travis et va donc être invité au mariage. C'est vraiment un ours solitaire qui vit retranché dans son bar, il refuse du coup de faire face à son passé, mais quand il va retrouver Joy, son côté très solaire, très optimiste, il s'y refuse, elle ne peut pas recoller les morceaux de son cœur brisé. Je vous le mets dans le mille, hein, énorme tension, est-ce qu'ils vont réussir à recoller les morceaux, patati patata. J'avais rencontré l'autrice et j'ai lu un de ses écrits qu'elle a coécrit avec une autre autrice chez Hugo qui est donc Alfreda Henwy, donc je sais que sa plume, ça match plutôt bien. Et j'avoue que là, le synopsis, il me faisait assez envie, donc pourquoi pas une des petites romances pour la rentrée littéraire. On va continuer dans cette maison d'édition avec une autrice que je connais également, mais parce qu'elle a également coécrit avec quelqu'un d'autre. Il s'agit de Phoenix B. Asher. Ça sortira le 11 septembre et ça s'intitule, je sais pas si on dit Pine ou Pine, Pine Like Resort, je ne sais pas. En tout cas, Pine Like Resort, c'était un hôtel prestigieux, cependant, il y a déjà plus de 40 ans de ça, il y a eu un énorme massacre de 45 personnes à l'intérieur. On est donc à notre époque et Charlie, qui est l'héritière de la famille, souhaite remettre sur pied cet établissement. Elle va engager du coup Chris Alexander qui va venir établir les différents travaux nécessaires. Lui qui connaît donc de nom ce mythique et terrible endroit, il va pourtant être extrêmement séduit par la jeune femme, chose qui n'était pas prévue au programme. Le problème c'est que juste avant que tout ne commence, elle va recevoir de drôles de messages anonymes qui a pour but de l'empêcher de faire ce qu'elle a à faire. Elle va donc essayer de creuser au maximum pour comprendre et il est possible que cela soulève les secrets des lieux en lien donc avec ce fameux massacre. Jugez-moi, mais j'adore les trucs comme ça un peu criminels, un peu enquête et tout. J'aime pas qu'il y ait des morts, mais j'aime le côté enquête. Le problème c'est que pour qu'il y ait le côté enquête, il faut des morts, non? Bref, heureusement ce n'est qu'un livre, même si je me doute que ce genre de choses arrive dans la réalité et que c'est bien assez horrible comme ça. Mais j'avoue que je suis plutôt intriguée. Alors je sais pas, j'espère que la romance prendra pas trop le parti. En fait moi j'ai envie que l'enquête soit vraiment mise à un plan assez important du récit, mais en même temps comme c'est une new romance, normalement la romance est principale du coup. Je ne vous ai pas encore parlé des éditions Olympe qui nous proposeront pourtant bien un titre le 12 septembre. C'est écrit par Sarah A. Parker et ça s'intitule Un pétale de cristal et de sang. On y suit une jeune femme, Orlate, qui est la seule survivante d'un énorme massacre, encore une fois, alors qu'elle n'avait que 1 an. Elle a été recueillie mais depuis elle a très peur, des cauchemars la hantent, etc. Enfin bref, elle ne sort pas au-delà des limites qu'elle s'est fixées autour du château noir. On pourrait dire qu'elle a une vie plutôt tranquille du coup, dans la mesure où elle ignore ce qui pourrait lui arriver au-delà de cette limite, sauf qu'il y a un dangereux sentiment qui la pousse sans cesse vers la personne qui l'a recueillie, qui l'a élevée, et elle comprend pas trop. D'ailleurs,
D'ailleurs son regard vis-à-vis d'elle a énormément changé. Elle sent qu'il prend ses distances et n'arrive pas à comprendre ce qu'il en est. D'autant plus que depuis toujours, mais elle sait pas ce que ça signifie vraiment. Tous les soirs, il lui demande quelques gouttes de son sang. Vraiment pour elle c'est nébuleux ce qui se passe, d'autant plus lorsque les monstres de ses cauchemars menacent d'envahir le royaume tout entier. Je pense qu'on est d'accord pour dire qu'on est sur une thématique de vampire là quand même. C'est pas dit textuellement mais bon, faut pas nous prendre pour des lézards. Je veux dire, dans un univers imaginaire, qu'est-ce qu'on fait avec une goutte de sang? Bon, soit tu fais de la sorcellerie, du vaudou et compagnie, ok. Mais là on parle de créatures monstrueuses et compagnie, je suis sûre c'est des vampires, on est d'accord. Et si on partait sur un petit one-shot réécriture du folklore américain qui est donc Johnny Appleseed, je vous présente ça tout de suite puisque ça sort aux éditions Sabran. Le roman se nomme Avant que le diable ne t'emporte, ça sortira le 12 et c'est écrit par Autumn Crow. Au 19e siècle, Catalina vit dans une maison avec son frère et son papa. Ça commence à être un petit peu difficile de s'en sortir par rapport à la vie, les choses sont rudes. Et un jour, il y a une espèce de créature étrange, un être qui sort de la forêt, qui est un homme de sève et qui va enlever son frère. Armée de son courage et du couteau de son papa, elle va donc pénétrer dans cette forêt pour tenter de le retrouver. Elle y croisera un jeune bûcheron qui sera prêt à lui prêter main forte. Ils devront faire face aux esprits torturés, aux créatures pas très amicales qui rôdent dans le coin, mais surtout, elle devra accepter et faire face à sa part de ténèbres si elle espère pouvoir sauver son frère. Comme je vous l'ai dit ici, on réécrit donc l'histoire de Johnny Appleseed qui fait partie du folklore américain, mais dans une version plutôt horrifique qui est à son tour inspirée du mythe de Faust. Moi je dis oui, vraiment je dis oui, je dis cette so vibe en automne. Je crois qu'au mois d'octobre, si j'en avais la possibilité, je resterais toute seule dans une maison au cœur d'une forêt avec une pile de livres à me faire flipper plus grande que moi. Évidemment, nous pouvons compter sur les éditions Calix pour cette rentrée littéraire et en date du 18 septembre donc, avec Anna Nicole Maerer et le premier tome de la saga Assistant to the Villain. Evie Sage est une mère de famille, elle doit donc subvenir aux besoins de ses enfants et forcément pour elle c'est vital. Un jour elle va se retrouver dans une situation un peu bizarre avec un vilain qui va lui proposer derrière de devenir son assistante. Bon clairement c'est un job un peu bizarre, elle voit des globes oculaires, elle voit des choses auxquelles elle ne s'attendait pas forcément, mais bon ça paye bien et petit à petit elle trouve sa place. Le problème c'est qu'elle soupçonne un sabotage, quelqu'un en a après son vilain et ça clairement ce n'est pas tolérable. C'est peut-être dans ma tête mais je vois ça un peu vous savez comme les films et autres de super-héros mais avec un côté un peu déconnant, décalé, genre typiquement Deadpool quoi. Alors là je vais me faire des ennemis en vous disant ça. Après j'ai pas vu le dernier donc me jugez pas, mais à l'époque j'avais pas accroché avec Deadpool. Je ne vous avais pas encore parlé des très chères éditions Bookmark. Ils sont de retour pour nous proposer le premier tome d'une saga intitulée Gods and Monsters, écrit par Nicole Humbervey et ça sortira le 18 septembre. Il y a vraiment deux points de vue, deux choses à bien séparer dans ce récit. 2000 ans plus tôt dans un désert, on a une jeune femme qui a donné sa vie pour sauver celle de sa sœur. Elle en a appelé à toutes les divinités, elle a prié jusqu'à ce qu'une personne lui réponde. Et évidemment c'était une personne mal intentionnée. Elle devra donc lui obéir, elle est prête à tout pour cela, y compris essayer de retrouver cette fameuse ancienne relique qui appartenait aux personnes qui pourchassaient sa sœur et elle-même. À côté, il y a le destructeur des mondes qui avait déjà fait son apparition sur ce royaume il y a très longtemps mais qui s'était exilé après la guerre des dieux, qui avait abandonné sa couronne et ses responsabilités mais qui est revenu ici beaucoup plus tard. Désormais, ce fameux dit roi de l'époque se prénomme Liam et s'il est revenu c'est parce que des personnes en ont après des êtres qui lui sont chers. Sachez que ça a été un gros lâche hein, parce qu'il a vraiment tout lâché au moment où il ne fallait pas, où on avait le plus besoin de lui, où son monde basculait, le mec il s'est barré quoi. Et évidemment son ennemi, celui-là qu'il a dans le collimateur, c'est un ennemi qui appartient à son passé et qu'il ne pensait plus revoir. Donc je pense qu'évidemment on va avoir cette espèce de roi qui a perdu ses couronnesses dans la bataille versus le monstre qui a répondu à la jeune femme pour aider sa sœur donc à la sauver. Mais du coup je sais pas exactement comment va se diriger le récit, mais ma foi c'est un bookmark, je fais confiance. Et on en parle de la cover, enfin je crois que vous avez la cover brochée mais la cover collector j'adore. Nous pouvons accueillir également Ali Hazelwood à la rentrée littéraire mais dans un tout nouveau genre, celui de la beatlit qui sera proposé au sein de la maison d'édition Milady, à savoir Bride ou Bride peut-être, et ça sortira toujours le 18 septembre ma foi. On essuie Misery qui est donc la seule fille du haut conseiller vampirique. Depuis très longtemps elle vit parmi les humains, elle essaye de vivre sa best life du mieux que possible parmi eux. Malheureusement on va la rappeler à l'ordre et elle va devoir revenir
venir pour essayer de tempérer, de faire un petit peu la médiatrice entre les ennemis de toujours des vampires, alias les loups-garous. Depuis toujours, ces créatures sont imprévisibles et impitoyables, tout en sachant que leur alpha, à côté de tout ce qu'on veut bien leur faire croire à ces fameux loups-garous, il sait faire preuve d'empathie et de justice. Par contre, il a du flair, il a pas du tout confiance en la jeune femme, et croyez-moi qu'il a bien raison. Parce que si elle est là, c'est pas seulement pour remplir ce rôle. Si elle accepte ce mariage de convenance, c'est bien pour une raison assez égoïste. Sachez juste qu'elle est prête à tout pour récupérer ce qui lui appartient, même avoir une vie extrêmement solitaire avec le chef de meute. Alors je sais pas ce qu'elle a perdu, mais alors pour qu'elle soit motivée de cette manière, ça devait être terriblement important pour elle. Moi j'aime bien les loups-garous, j'aime bien, oui, je valide. Après c'est quand même bizarre un couple vampire-loup-garou, vous trouvez pas? Genre il y a un espèce de mort-vivant et un chasseur de mort-vivant, c'est quand même très étrange. Les éditions Comet seront également présents, par contre cette fois-ci ils nous proposent un récit de romantasy, c'est une maison d'édition qui est basée sur des titres et des publications uniquement young adult, mais là pour le coup ils basculent du coup vers l'imaginaire. Avec un titre de Marie Niehoff intitulé When the King Falls, et toujours et encore, je crois que je vais m'enregistrer le 18 septembre. Tiens donc, on va encore parler des vampires, ils sont très présents à cette rentrée littéraire ceux-là. Dans cet univers, les vampires règnent en maître depuis des siècles et des siècles vis-à-vis de l'humanité. Il y a une petite portion quand même qui se rebelle et dont Florence fait partie. Et depuis toujours, elle a une mission, c'est donc de se rapprocher au plus près du roi pour le tuer. Ce qui tombe plutôt bien puisque à l'approche du solstice d'hiver, celui-ci doit retrouver une nouvelle fiancée pour lui permettre de se sustenter. Et cette année, Florence fait donc partie des candidates. Le problème, c'est qu'à force de se rapprocher de lui, d'essayer de le séduire au maximum pour qu'elle puisse enfin le tuer, évidemment, les sentiments vont un petit peu foutre la zizanie. Alors c'est pas les trucs les plus originaux, je vous l'accorde. Le côté vampire, le côté vengeance, par terminer avec un crotte de bille que je nourris des sentiments pour cette personne. Mais bon, pourquoi pas. En tout cas, je l'ai reçu en épreuve non corrigée, donc à voir. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus original. Ça sortira aux éditions Château d'Âme. Bon, par contre, le 18 toujours. Je pense que le 18, c'est rendez-vous en librairie, clairement. C'est écrit par Tiffen Bleved et ça s'intitule Sylphide. Roxane visite un château abandonné avec son petit copain qui est notamment influenceur paranormal. Elle va tomber sur un tableau d'un mec, elle est la seule à voir le tableau, mais elle est hypnotisée par ce qu'elle y voit. Vraiment, cette personne hante ses pensées même une fois qu'elle en ressort et qu'elle reprend sa vie. Elle se demande qui il est, si c'est un homme, si c'est un fantôme des lieux. Elle devra le découvrir coûte que coûte puisque sa vie est en jeu, mais saura-t-elle résister à la mystérieuse tentation de ce drôle de créature qui hante ses rêves? Alors je sais plus exactement la définition d'un sylphide, mais je crois que c'est un espèce d'esprit fantôme qui est extrêmement séduisant et qui veut vous attirer dans les filets. Je crois que c'est ça. En tout cas, on est sur des trucs un peu genre esprit, donc paranormal, fantôme. Moi je trouve, comme je vous l'ai dit, que ça change clairement de tous les titres que je vous ai présentés. Les éditions Chatterley seront également de la partie avec une romantasy qui sortira, roulement de tambour, attention, non, on change, le 19 septembre. C'est écrit par Grace Draven et c'est le premier tome de la saga The Fallen Empire. Une fois par an, le village doit fournir à l'Empire une jeune femme qui va donc être brûlée vive juste pour amuser la galerie. Oui. Et chaque année, c'est la même jeune femme du village qui est désignée parce que grâce à sa magie, elle reste en vie. Elle brûle donc tous les ans pour sauver toutes les autres jeunes femmes du village. Mais cette année c'est différent puisqu'un gladiateur a percé son secret d'illusion. Il veut se servir de la jeune femme, fuir avec elle pour récupérer du coup ses droits sur son clan qui lui est donc héréditaire. Et pour ça évidemment il doit l'emmener jusque là-bas et par la force s'il le faut parce que elle veut coûte que coûte aller brûler pour sauver les jeunes femmes. J'avoue que ça doit être une vie terrible que de se dire tous les ans je vais brûler, je vais mourir dans des atroces souffrances, un truc terrible pour sauver les autres. Je suis pas certaine qu'elle ait entièrement le choix mais bon. En tout cas le mec il perd pas midi à 14h, il sait ce qu'il veut. Il n'y a que lui qui compte et peu importe toutes les nénettes qui peuvent se faire tuer sur le bûcher quoi. Alors là ça m'a mis en joie mais par contre je peux rien vous dire sur ce titre puisqu'on a le retour de Nicolas Begley aux éditions XO le 19 septembre avec l'ultime avertissement. Je fais pas de grand mystère en mode non mais vous verrez je peux pas, j'ai juste des infos mais c'est secret défense, pas du tout, je n'ai pas d'infos. C'est à dire que la maison d'édition n'a absolument pas communiqué sur ce dont allait parler le titre, on sait juste qu'il y a le retour du maestro, ça oui on le sait, ça je suis contente. Mais il va nous parler de quoi? On ne sait pas. Mais comme a dit Maud, une personne de la communauté, on s'en fout. C'est Nicolas Begley, c'est tout ce qui compte. Et oui, je vais encore vous parler d'un thriller qui sortira le 25 septembre aux éditions Albin Michel. Il s'agit de La valse des âmes de Bernard Werber. Le truc, c'est que j'ai fait un mauvais copier-coller, du coup, je n'ai plus le pitch écrit. Par contre, j'ai des restes. Si je dis pas de bêtises, c'est une maman qui va découvrir un secret qui est en lien avec le voyage dans le temps. Et elle va transmettre ce savoir puisqu'elle est atteinte d'une maladie à sa fille. Et celle-ci va donc devoir reprendre le flambeau et effectivement apprendre à voyager dans le temps, que ce soit de la préhistoire jusqu'à nos jours. Mais je sais plus le but de tout ça, c'est ça qui me pèse, c'est que je sais que c'est une thématique de voyage dans le temps mais je ne sais plus le but. En tout cas, moi ça m'avait séduite. Si vous voulez en savoir plus, évidemment tous les liens sont en barre d'infos. Il y aura également la maison d'édition Atalante
te présente pour cette rentrée littéraire le 26 septembre prochain avec un titre intitulé Roi sorcier de Martha Wells. On est ici avec un prince démon incarné en homme et dont la personne l'accompagne partout, son bras droit est une sorcière. On va voir ce côté plutôt quête, politicien, etc. qui est très présent dans cet univers parce qu'en fait ils se retrouvent dans un espèce de sarcophage sur une île sans comprendre comment ils sont arrivés là, mais en tout cas ils doivent reprendre tout ce jeu de guerre, etc. Mais on va voir tout ça du point de vue plutôt d'une créature démoniaque. Et franchement ça a l'air juste dingue. C'est vrai que les éditions Atalante j'en ai encore jamais lu, mais à chaque fois c'est quand même des pitchs qui sont très percutants et des fantaisies qui ont l'air juste incroyables. On termine enfin les nouveautés avec un titre écrit par Charlie Down. Il s'agit de Glace et de personnages aux éditions Magica. Je l'avais vu mais en fait je l'avais enlevé parce que je trouvais pas des infos et lors d'un live Instagram c'est l'une d'entre vous qui m'a dit mais Kimi, est-ce que toi j'ai entendu parler de cette maison d'édition? Et là j'ai pu avoir toutes les infos. C'est très simple, on est sur une réécriture de La Belle et la Bête. Après je crois que le livre il ne sera pas disponible là où on a l'habitude d'acheter mais uniquement sur le site de la maison d'édition. En tout cas j'ai pas voulu en savoir plus, juste pour les amoureux de réécriture de contes il y a une petite nouveauté dans le genre. C'en est donc tout, je vous propose de passer enfin aux suites de saga et vous allez voir il y en a des suites quand même hein. Puisqu'en effet, le 3 septembre sortira le deuxième tome d'Angélion écrit par Justine Tiffany aux éditions Plume Blanche. Je n'ai pas encore lu le premier tome à ce jour, je l'ai cependant glissé dans ma valise. Je peux vous dire qu'on est sur de la dark fantasy, il y a un rapport avec tout ce qui est plutôt lune, lunaire et peut-être même divinité il me semble. Mais franchement, il m'avait déjà fait extrêmement envie ce titre. C'est pour ça que je l'avais acheté quand j'avais rencontré l'autrice, elle me l'avait signé et tout, enfin bref, elle est adorable en plus. Je vous jure quand vous la voyez, vous vous dites pas qu'une demoiselle comme ça a pu écrire un truc aussi sombre. L'arnaque quoi. Une suite extrêmement attendu en tout cas de mon côté puisque nous aurons le second tome intitulé Dark Rise qui sortira le 4 septembre écrit par C.S. Paca aux éditions Big Bang. J'avais adoré le premier tome qui mettait vraiment en opposition un jeune homme qui était quelqu'un de plus ou moins ordinaire qui se retrouve dans un truc qui est complètement élitiste avec en opposition un jeune homme assez ténébreux et mystérieux. En tout cas c'est les bribes de souvenirs qui me restent. Par contre je peux vous dire également qu'on est sur un début du coup une relation très slow burn MM. Le 5 septembre sortira le dernier tome de la saga Cruel garçon perdu de Niki Synchro aux éditions Roncière. Cette réécriture du mythe de Peter Pan en version dark romance est terminée. Je suis au bout du Rolls. Oui, on la lira ensemble à Team Discord. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà participé aux 3 premiers LC, ce sera avec grand plaisir. Mais je fais un déni, c'est pas possible, c'est fini. On verra plus Vayne ou quoi, ça y est, je suis au bout du rouleau. Il y a également une suite que j'attends énormément depuis presque un an maintenant. Ça sortira le 11 septembre. C'est donc le deuxième tome dans l'univers du manoir de Lexage, écrit par Lyndall Clipston aux éditions Stardust. J'avais adoré la vibe de ce premier tome avec un lieu d'habitation qui était qui faisait froid dans le dos. Il y avait la mort qui était présente, il y avait tout un mystère sur ce qui arrivait sur les personnes de la famille auprès du lac. Enfin il y avait plein de trucs comme ça. J'ai adoré, franchement je crois que c'est un de mes meilleurs Stardust jusque là. Et là il y a le deuxième tome. Alors la vague va pas être la même clairement parce qu'au vu de ce qui s'est passé à la fin du tome 1 c'est obligé. Mais je suis surexcitée. Le 11 septembre sortira déjà le 3e tome dans la saga Shadowfire de C.N. Crawford aux éditions Corrigan. Je suis pas du tout à jour, je l'ai pas commencé. Par contre j'ai lu d'autres choses du duo d'auteurs. J'ai d'ailleurs un de leurs titres en collab avec une autre maison d'édition. Et comme j'ai déjà ces livres dans ma palle et qui me font très envie, je voulais au moins vous glisser l'information de l'arrivée du 3e tome. Thématique, fae, complots à intrigue politique, faux semblant, retrouver une clé qui permet de libérer son ami, mais elle met la personne qui la possède dans la mouise, alias son instructeur qu'elle commence à un peu trop apprécier. Le 11 septembre sortira le 4e tome, c'est peut-être le dernier, je ne sais pas, de la saga Savage Lands, encore une fois aux éditions Corrigan et écrit par Stacey Mary Brown. Vous voyez la fille qui a encore pas commencé la saga. Thématique fae ici avec une prison. La jeune femme s'y retrouve dans l'une des pires prisons qui soit. Et je crois qu'elle va essayer de séduire la personne pour s'enfuir, quelque chose comme ça. Par contre cette saga sur les réseaux elle a des retours de dingue. Oui j'ai pas commencé, je suis une mauvaise personne. Mais au moins j'écoute ce que disent les copains, les copines et autres. Ce qui fait que le titre il reste en tête. Et c'est pour ça que je vous présente du coup le 4e tome aujourd'hui. Alors là je suis joie, je suis ouh you got your pompé là. Je suis désolée, je suis fatiguée, le tournage est très long. Il s'agit du 2e tome dans l'univers des couronnes de Nyaxia de Carissa Broadbent aux éditions Bookmark qui sortira le 18 septembre. J'avais travaillé avec la maison d'édition sur le 1er tome en fin 2023 et qu'est-ce que j'avais aimé, mon dieu, c'était trop bien. Thématique un peu vampire en mode Hunger Games. J'ai été secouée par les rebondissements, je vous jure, je me suis pris plus d'une claque. La fin, elle était
c'était horrible. Du coup je suis trop contente, il y a la suite, ça me fait tellement plaisir. On a également le préquel dans l'univers de Fable qui sortira sur le personnage de Saint le 25 septembre aux éditions Rajo, écrit par Adrien Young. Saint, pour ceux qui connaissent un petit peu l'univers, c'est l'histoire du coup du papa de Fable, soit la protagoniste principale de la duologie. Et franchement je suis trop contente qu'ils le traduisent parce que c'est un personnage qui est très énigmatique, on sent qu'il a une énorme histoire, il y a des choses très importantes le concernant, mais on n'a pas toutes les infos, du coup je suis trop contente. Le 26 septembre sortira le 5e tome dans l'univers Inheritance Games qui est aussi considéré comme un spin-off. C'est écrit par Jennifer Lynn Bartz et c'est aux éditions Pocket Jeunesse. J'avais vu qu'il y a 7 invitations pour 7 personnes de la famille sur une île avec encore un côté un petit peu enquête, miettes de pain, etc. J'ai déjà commencé la saga, j'ai lu le premier tome. Je vais y aller de temps en temps, c'est vrai que j'aime bien cette espèce de Cluedo géant, mais côté pseudo-romance entre les personnages, je trouve que c'est pas très bien amené. Et enfin, nous avons la suite de L'ombre d'Adeline qui sortira le 26 septembre aux éditions Roncière et c'est toujours par H.D. Carlton. Vous savez, je lis très peu de dark romance, mais j'avoue que le premier tome, il m'a secoué d'une manière qui était complètement inattendue. Il y a de nombreux trigger warnings, vraiment faites attention. Et j'avoue que la petite part coupable en moi, en un sens, a hâte de voir un petit peu comment va se passer la suite, surtout au vu de la fin du tome 1. C'en est donc tout pour les suites, je vous propose de passer aux poches. Le 4 septembre, nous aurons donc les tomes 4 et 5 de Campus Drivers par C.S. Quill aux éditions Hugo. Je n'ai pas encore lu ces nouveaux tomes dans la saga, je sais, c'est terrible, parce que c'est une des sagas que j'adore en romance universitaire, mais j'avoue, je n'ai pas avancé. Le 4 septembre sortira aux éditions du livre de poche Les Trônes Trahis de Nesrine Amari. C'est un livre que j'ai lu en grand format, il est publié aux éditions Stardust. C'est un one-shot de fantasy, avec des thématiques comme complot, intrigue, le fait que la protagoniste se fasse passer pour quelqu'un d'autre et aille dans le château de l'ennemi pour avoir des réponses sur le meurtre de ses parents. Je l'avais écouté moi personnellement et ça avait super bien marché, donc maintenant il sort en poche. Le 11 septembre vous avez également une saga de chez Hugo qui paraîtra enfin en poche, c'est-à-dire Rebel University de Alfreda Henwy et Alicia Garnier. C'est une saga que j'ai commencé, j'ai lu le premier je sais plus si j'étais plus loin, j'ai lu le 2 aussi. J'avoue que tout ce qui est romance universitaire, etc. chez Hugo, j'adore les écouter. Les narrateurs ils sont toujours au top, ce sont toujours des audios de qualité où on ressent l'émotion, on est vraiment en plein dans l'histoire. Du coup je sais que tout ça je les dévore en audio. Et en tout cas c'est une saga de romance universitaire que je ne peux que vous recommander, dont j'ai apprécié vraiment la lecture des 2 premiers tomes. Là j'hésite, je sais pas trop si je craquerai, si je me laisse tenter, puisque le 11 septembre sortira enfin My Missing Piece, le premier tome de Acacia Black aux éditions BMR. C'est un titre qui était publié de prime abord sur Wattpad et qui a fait énormément de bruit. Une fois qu'il a été édité chez Nisha, etc. alors là ça s'est complètement envolé. C'est une duologie, il y a 2 tomes, et là comme vous avez pu le constater, BMR a racheté les droits pour pouvoir l'éditer en poche. Du coup je ne sais pas si ça vaut le coup. Est-ce que vous pensez que moi ça pourrait me plaire, ou est-ce que voilà je me dirige vers d'autres romances? That is the question. Vous allez voir que le livre de poche ils ont récupéré quand même pas mal de titres pour cette rentrée littéraire, puisque le 24 septembre sortira La Passeuse de mots, le premier tome de Alric et Jennifer Twice. Je n'ai lu que le premier tome malheureusement dans cet univers qui est extrêmement dense, bien développé. Il est très original, j'en ai pas vu beaucoup comme celui-ci. Vous avez vraiment ces personnages qui voyagent avec un groupe qui est complètement hétéroclite, c'est ce qui en fait en même temps toute la beauté et la richesse de celui-ci. Enfin bref, les auteurs ils ont vraiment créé un petit truc qui est pépite. En plus pour les avoir rencontrés plus d'une fois, ce sont des petits cœurs d'artichaut, ils sont trop choux sincèrement. Et j'aimerais bien essayer de faire un peu plus honneur à leur saga également. Et pour finir, toujours dans cette maison d'édition, sortira le 25 septembre Le Temps des Sorcières de Alix Eharo. C'est une autrice qui est très connue chez Hachette Roman, elle publie énormément de titres, il y a toujours une part un petit peu plus ou moins obscure, souvent c'est très obscur mine de rien. Le Temps des Sorcières je l'avais reçu à sa parution, il est toujours malheureusement dans mes services de presse, mais j'étais très intriguée. En tout cas pour tous ceux qui sont amoureux des thématiques de sorcellerie, avec tout ce qui peut être lié à Salem, au féminisme, etc. C'est vraiment à destination d'un public adulte, donc ça peut grandement vous plaire. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous présenter les 2 titres que j'ai sélectionnés pour les sorties graphiques. Tout d'abord, le 18 septembre sortira Comment cacher le fils de l'empereur aux éditions K-Books. L'empereur ici a épousé une jeune femme et le lendemain il a demandé le divorce, sauf que même si ça a duré 24 heures, croyez-moi qu'il l'a consommé son mariage. Et la jeune femme s'est donc cachée parce qu'elle était enceinte de lui. Elle a élevé son fils du mieux que possible, sauf qu'un jour le roi a besoin d'elle par rapport à des papiers, à des enjeux politiques. Elle doit donc revenir, mais surtout elle doit préserver son fils parce qu'il ne doit pas connaître son identité, ni l'empereur ni lui. J'avoue
J'avoue que cette maison d'édition elle m'intrigue beaucoup sur les webtoons, il y en a plus d'un qui me font envie. J'en ai pas encore lu pour tout vous avouer, mais celui-ci j'ai vu de très bons retours. Et en plus il y a une belle com sur les réseaux sociaux, donc forcément je l'ai eu à l'esprit au moment des parutions livresques. Et enfin le 19 septembre sortira la suite de la nouvelle Chef de clan aux éditions Cotoon. Alors là j'avoue que j'ai un peu popoté dans la colle parce que je l'ai pas encore commencé, bien que je l'ai récupéré, que j'ai déjà fait du contenu dessus, juste j'ai pas commencé la lecture. Mais je sais pas, je pense que je vais être pris d'une prise au Portugal, je me connais quand je suis là-bas, j'ai envie de lire des webtoons, il faut que je pense à ramener What Milliard dans ma valise, et je pense que celui-ci en fera également partie. On est toujours dans ces thématiques de réincarnation, qui est un trope extrêmement présent et qui me correspond. Jusque là, j'en suis pas dégoûtée entre guillemets, je n'en suis pas rassasiée, je peux donc continuer aisément d'en lire. Et bien voilà les Kimichou, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura surtout été utile. Vous avez dû remarquer encore quelques petites différences au montage, surtout par rapport au plan, parce que comme d'habitude, elle ne tient pas la batterie, la caméra, elle surchauffe, et j'ai dû couper pour aller chercher ma fille à la crèche. Donc vraiment rien n'allait, mais j'ai fait du mieux que possible pour que cette vidéo soit confortable autant au tournage que dans l'avenir pour ma part au montage. N'hésitez pas à me dire les titres que vous avez retenus principalement et à vous rendre sur Instagram, puisque d'ici peu il y aura le petit jeu en réel où il vous suffit de mettre le doigt sur l'écran et donc pause pour savoir quelle nouveauté est faite pour vous. Je vous fais des gros bisous et surtout prenez soin de vous. Bye!